Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le samedi 20 juin 2020. Il y a 3 fois 2 dans ce chiffre, c'est le nombre de la bête, 666. Et en plus, c'est le début de l'été. Vendez tout, le Bitcoin est perdu. Vendez tout, ou mieux, donnez-moi tout. Je vais vous donner mon adresse, une adresse Bitcoin et vous allez tout m'envoyer. Non, trêve de conneries, moi aussi j'ai le droit un petit peu quand même de faire comme tous ces youtubeurs dégénérés qui vous disent n'importe quoi, vous annoncent la fin du monde toutes les 4 minutes, et tout ça pour vous prendre votre argent. Mais bon, je vais pas faire ça. Quoique, je pourrais, peut-être, pourquoi pas. Il faudrait tester quand même, il faudrait tester. Bref, non, c'est pas le genre de la maison. Vous le savez, moi, je partage juste mon trading avec vous. Ça me fait plaisir. La chaîne n'est pas monétisée. Ça m'aide beaucoup dans mon trading d'échanger avec vous. Donc, et ce qui m'aide encore plus, c'est quand vous likez et quand vous vous abonnez à ma chaîne. Là, c'est le top. Ça rebooste mon ego et ça me permet de continuer à faire des vidéos et essayer de vous apporter un petit peu de valeur modestement. Simplement, ne serait-ce qu'en regardant les erreurs que je fais, ben, peut-être que ça vous apprendra à éviter de faire les mêmes. Allez, trêve de blabla, on commence par regarder le graphique en Renko. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière? Bah, il s'est rien passé, hein. Il s'est rien passé du tout. Regardez, on était resté sur une bougie ici rouge. Bah là, une semaine après une petite grimpée vers le haut, on est revenu quasiment à la même situation. Et si vous avez eu la curiosité de regarder le Trello dans lequel je mets tous mes trades, qui est en description, dont le lien est en description de la vidéo, ben vous avez vu que j'ai pas pris de trade depuis mon dernier short gagnant. J'ai suivi mon conseil pour une fois, hein, parce que des fois je vous donne des conseils, en tout cas je vous indique ce que je devrais faire, mais la plupart du temps je le fais pas, hein, donc c'est pour ça que je suis pas encore un super trader rentable, parce que je n'écoute pas mes propres conseils. Mais là, pour une fois, je l'ai fait parce que vraiment le marché était trop choppy et du coup je suis resté en dehors. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, il faut que je m'en souvienne, il faut que je vous montre un truc super intéressant, un graphique qu'on a jamais regardé. Je me le note. Je vais vous parler d'un truc vraiment, vraiment intéressant. Faut pas que j'oublie. Allez, quoi dire de ce marché? Alors, je vais supprimer ça. Hop, de ce graphique-là, sinon vous allez dire, ça y est, il a fondu, il voit le Bitcoin à 7 000 $. Enfin, pourquoi pas, hein, il peut très bien le faire. Non, pour l'instant, on reste dans ce fanion. Et moi, j'aimerais bien, comme je vous le disais la semaine dernière, aller voir au moins les 9 100 et pourquoi pas les 8 900 ou voire les 8 800, combler les gaps qui se trouvent à peu près à ce niveau-là avant de repartir vers le haut. Donc faire un false breakout avant de repartir beaucoup plus, de repartir en bull run tout simplement. Sachant que l'autre possibilité est qu'on fasse une belle correction, effectivement, qu'on aille beaucoup plus bas avant le bull run, mais le bull run que j'appelle comme vous de mes voeux. Allez, on regarde tout de suite, on passe sur Ishimoku. Ishimoku, non pas en 4 heures, mais en monthly. On va passer rapidement parce que en gros, il s'est rien passé depuis la semaine dernière. On a quasiment strictement la même bougie, hein, puisque on a fait que ranger depuis une semaine avec les mêmes conclusions, c'est-à-dire que il faudrait que le mois clôture au-dessus du Kumo pour qu'on ait un vrai signal bullish vraiment pour la fin de l'année. Le problème, c'est qu'il nous reste, comme on est le 20 juin, il nous reste plus que 10 jours pour aller chercher, atteindre, clôturer au-dessus ici, hop, des 10 700. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Est-ce qu'on va le faire? Le Bitcoin est tout à fait capable de le faire, mais la bataille est tellement serrée entre les boules et les bears que je suis pas très bullish. Mais bon, globalement, voilà, si on peut facilement repasser dans le bear à minima, et donc on reste sur un trend. Si on passe au-dessus, ici, si on clôture, ne serait-ce qu'au-dessus de l'oblique baissière ici, on restera
dans un trend bullish par rapport au mois de mai qui avait déjà permis de passer cette oblique mineure. Ben voilà, on attend ça. Et puis, si on passe si on clôture au-dessus, c'est bien. Si on clôture dans le Kumo et au-dessus de la SSB, c'est encore mieux. Et bien sûr, si on clôture au-dessus du Kumo, là, c'est franchement parti pour le bull run. On va regarder dans les plus petites unités de temps. Hop, pourquoi j'ai fait ça? Si on a la même tendance, et notamment dans le weekly. Alors dans le weekly, pareil, c'est pas beaucoup de changements. On avait vu qu'on était sorti de notre canal haussier dans une dérive latérale. Ce qui était dommage la semaine dernière, c'est qu'on avait déjà une bougie rouge, qu'on a clôturé pile poil sur la SSA, donc on n'est pas vraiment rentré dans le nuage, ce qui aurait été vraiment un signal plus bearish et d'incertitude. On reste à la limite de la SSA ici, hein, du haut du nuage. On voit aussi que cette semaine c'est la même, donc la clôture de demain soir nous dira si on clôture dans le nuage ou au-dessus. On a fait une incursion comme la semaine précédente et comme la semaine d'avant dans le nuage avec une mèche. Si on clôture ne serait-ce que au-dessus, ce sera déjà, on préservera une possibilité bullish en weekly, une possibilité de hausse plus marquée en weekly. Si la bougie en plus est verte, qu'on vient clôturer là au-dessus, ben évidemment ça n'en sera que mieux. Et surtout, on aura la Tenkan qui passera ici la SSB et qui commencera à rentrer dans le nuage. Donc ça, ce serait des signaux plutôt bullish, plutôt favorables à notre vision. Alors là, je suis désolé, j'ai laissé les bandes de Bollinger. Alors, est-ce que c'est pertinent de vous en parler là? Euh, Pas vraiment. Pas vraiment, on va pas en parler en weekly. Mais voilà, je les enlève, ça nettoie un peu le graphique. Donc voilà pour le weekly. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qui reste plutôt bullish? C'est le fait que la Chikou est repassée au-dessus du prix après être passée en dessous. Elle est repassée au-dessus de la Tenkan. Là, elle pourrait traverser la Kijun et ça, ce serait plutôt bien aussi pour la vision haussière. Par contre, voilà, on n'est pas loin de rentrer dans le nuage pour la Chikou. Ça, c'est pas pour moi un signal des plus pertinents. La mauvaise nouvelle aussi, c'est que là, bon, on a on a switché, hein, on a un gros nuage baissier et il faut pas grand chose pour que le prix traverse le Kumo, quoi. Donc voilà. Ça, c'est plutôt bearish. Est-ce que on peut regarder quelque chose d'intéressant dans le RSI en weekly? Non, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On avait vu que bon, c'était un petit peu bullish là d'avoir cassé la tendance ici, la trendline baissière sur le RSI et d'être au-dessus en weekly. Bien sûr, c'est plutôt bullish, mais bon, on est plutôt en train de réintégrer. Donc après, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc comme ça. Et voilà. Donc c'est pas rien de très intéressant au niveau RSI en weekly pour moi pour le moment. Allez, on regarde le daily tout de suite. Donc en journalier, bah là les choses sont un peu plus claires malheureusement, beaucoup plus bearish. Donc si on regarde au niveau du RSI, on voit que voilà, on a notre tendance baissière qui est clairement marquée. On échoue systématiquement ici sur cette trendline à repasser de l'autre côté et voir, regardez, on fait au niveau du RSI, on fait une sorte de triangle, hein. Et là, pour moi, avec plutôt une continuation baissière au niveau du sentiment. Alors, bien sûr, si on revient sur le graphique, on voit que le prix, on a une résistance, enfin un support plutôt au niveau de la SSA, du haut du nuage, mais ce nuage il est en train de switcher en daily vers le rouge, hein, c'est en train de se resserrer. On va pas tarder à switcher vert, à switcher rouge, donc l'avenir n'est pas rose, il est rouge, il n'est pas vert mais il est rouge. La Tenkan est passée sous la Kijun.
La Chikou ici est en train de passer sous la Tenkan. Bref, vous l'avez compris, clairement on s'achemine petit à petit vers une entrée dans le Kumo et plus d'incertitude. Donc pour moi, on est très très bearish en daily sur Ishimoku. En tout cas, on est clairement bearish. Et la tendance en 4 heures est tout à fait confirmée. Là, vous voyez, on est complètement dans le Kumo. On rebondit sur la SSA à plusieurs reprises. On réintègre le Kumo. Mais bon, on est de plus en plus bas. Plus bas sommet, plus bas creux à chaque fois. Clairement, on va passer pour moi sous le nuage. Et on a une tendance extrêmement bearish en 4 heures avec la Chikou qui va passer la Tenkan, la Kijun probablement. Et je sais pas pourquoi j'ai une vague d'Elliott ici. Désolé, je nettoie ça. Et donc une continuation baissière là dans le 4 heures pour le moment. Voilà. En tout cas, on surveillera ça. Ah oui, et puis on est aussi sous la moyenne mobile exponentielle de 100. Ça aussi, c'est très bearish. Je pense que dans le 1 heure, sans surprise, on va confirmer tout ça, hein. C'est la même chose que le 4 heures, mais en plus exacerbé. C'est-à-dire que la Chikou, elle est définitivement en dessous du prix, en dessous de la Tenkan de la Kijun. On a tout croisé à la baisse. Le prix vient de casser là dans la vidéo le comment on appelle ça, la Tenkan la Kijun. Donc voilà. Bon, là c'est clairement baissier. À noter cette belle Dark Small Candle, mais je vais en reparler tout de suite sur Elliott Wave puisque on va sans plus tarder, regardez ce qui vous intéresse le plus, je le sais, les vagues d'Eliott. Alors, on va tout d'abord quand même regarder ça d'un peu plus haut en daily, juste pour rappeler le contexte. Donc le contexte qu'on avait vu dans les grandes largeurs la semaine dernière est le suivant. En macro, vous le savez, depuis le 13 mars, moi je suis sur une vague 1 haussière hein, qui se découpe en 1, 2, 3, 4, 5 avec ici on va dire quasiment une tronquée, c'est pas une tronquée puisqu'on est au-dessus, mais en tout cas une toute petite vague 5. Et alors que je place pas forcément définitivement ici parce qu'on aurait dû plutôt aller chercher ici la résistance aux 10 500. On n'y a pas été, donc je n'exclus pas qu'on puisse y aller, même si court terme on est plutôt, vous l'avez compris, bearish. On pourrait parfaitement aller ici topper cette résistance et retravailler la retravailler. Toujours est-il, et on aurait un vrai triple top, hein. Ici un top, deux tops, trois tops, un peu plus marqué. Bon, on l'a déjà, hein, mais disons qu'il n'est pas encore très franc pour moi. Donc si on a une ici ou plus loin par ailleurs, on aura pour moi une vague 2 quelque part ici avec le retracement. Ici je dois être au 61,8 de Fibo de retracement, minimum les 50. En tout cas, ici, on est sur des tout petits retracements. Je pense qu'on n'est même pas au 23,6, quoique, peut-être. Oui, on a touché pile poil les 23,6. Donc il ne serait pas interdit pour les plus bullish de se dire ah ben j'ai une 2 qui a retracé que 23,6. Bon, c'est clairement pas un ratio habituel pour une 2. Déjà une 38,2 serait petit, mais alors 23,6 c'est vraiment ridicule. Et donc moi je m'attends plutôt aux 50 comme je disais, voire aux 61,8. Une belle 2 pour après avoir le bull run un bull run beaucoup plus sain. Mais ça, le Bitcoin, il fait bien ce qu'il veut et il nous offrira peut-être pas le plaisir d'un beau retracement à ce niveau-là. Ok, donc ça c'est le contexte global, mais ce qui nous intéresse c'est plus dans le court terme ce qu'on fait là. Alors la semaine dernière, tiens vous voyez, j'avais laissé les points pivots. Alors je vais faire une petite digression sur les points pivots. Les points pivots, là, hop, que j'ai introduit dans mon trading. C'est un indicateur très très habituel que moi j'utilisais pas parce que je sais pas, je trouvais pas ça forcément pertinent, mais en fait je trouve que c'est super intéressant de regarder les supports et les résistances en point pivot pour les corréler avec les supports et résistances Ichimoku et les ratios de Fibonacci puisque tout ça se recoupe plus ou moins et quand ça converge, et ben c'est hyper intéressant. Là je vous ai juste mis les points pivots et regardez le bel escalier qu'on a. C'est magnifique, hein.
Voilà, la tendance, elle est ultra claire. Ah oui, c'est vrai que on peut faire toutes les trendlines qu'on veut, mais on voit ici les points pivots qui s'enchaînent à la baisse, à chaque fois un peu plus bas tous les jours. Et il n'y a aucune raison pour l'instant que ça continue pas, hein. La tendance est baissière en 4 heures. Et comme on dit, trend is your friend. Donc elle reste baissière jusqu'à preuve du contraire. Et pour l'instant, on n'a aucune preuve du contraire. Par ailleurs, vous voyez que les mèches au-dessus du point pivot sont toujours beaucoup plus courtes que ce qu'il y a en dessous. Donc même si on est rattrapé à chaque fois qu'on remonte, à chaque fois on est un peu plus faible. On s'affaiblit visiblement. Allez, je cache les points pivots, c'est pas le plus pertinent pour l'instant. Donc la semaine dernière, en fait, j'avais fait cet ABC. Je voulais voir une ABC, puis un triangle là-dedans. Et bien sûr, mon ABC est invalidé puisqu'on a fait de nouveau plus bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir là puisque si on dit qu'on est sur une vague 2 en correction, on devrait avoir globalement un mouvement en 3, hein. Donc, on devrait avoir une grosse effet. Alors, je vais la remettre plutôt l'ABC, mais voilà, hop, juste. Vous savez quoi? Je dis maudit aimant qui fait n'importe quoi. Donc, mon ABC, eh ben, elle va être plutôt comme ça. Voilà. Et dedans, eh ben, il faut déjà voir comment elle peut se dessiner. Pour l'instant, elle n'est pas très claire. Et comment analyser ceci? Alors, si on regarde les vagues, première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, on ne sait pas trop, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir beaucoup de choses. On peut voir deux choses essentiellement. Soit on est dans un triangle, une A, B, C, D, E. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, je l'ai enlevé, mais je voulais aussi voir une A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Alors pourquoi je le dessine comme ça, ce triangle? Parce que tout simplement, traditionnellement en Elliott Wave, on dit qu'un triangle se déroule toujours en 3 sous-vagues. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, et ici il faudrait que je remonte pour faire ma 3, ma 3 là-haut, et puis encore 1, 2, 3 avant d'aller chercher ma E et d'avoir mon triangle bien dessiné. Donc vous voyez que j'envisage pas forcément qu'on va tout de suite sortir de ce range qui pourrait se présenter sous forme d'un triangle. Je dis pourrait se présenter sous forme d'un triangle parce qu'on peut aussi voir une WXYZ. Alors il faudrait que je regarde le décompte en particulier, mais pour l'instant je vais rester sur XYZ, enfin WXYXZ, pardon. Mais il faudrait que je regarde le décompte de manière plus précise. On le fera peut-être tout à l'heure, mais je vais m'intéresser plutôt à cette zone-là, parce que c'est ça qui va nous intéresser à plus court terme d'ici demain pour clôturer cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? D'ailleurs, ça, je vais l'enlever pour l'instant. Hop, voilà. Ici, très clairement, dit autrement, on a des plus bas sommets, des plus bas creux plutôt, et des plus bas sommets. Plus bas sommet, ici, plus bas sommet, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas creux, plus bas creux. Donc, sans parler même d'Elliott Wave, qu'est-ce qu'on s'attend à voir ici? Si on reste dans cette même tendance, un plus bas creux. D'accord? Et donc, ici, clairement, le plus bas creux, eh ben, on va l'attendre quelque part ici. Et pourquoi quelque part ici? Parce que, et ça c'est pas de l'héliotisme, hein, je suis désolé, mais parce que ici on a encore des gaps CME à combler autour de là, autour des 8800. Donc moi très clairement je m'attends à minima à ce qu'on vienne combler ce gap là avec peut-être une mèche, une grosse mèche là,
et après on finirait notre triangle, on rebondirait avant de terminer là. Alors si on commence par un triangle ici, est-ce que je vais pouvoir mettre ma A là? Non, ben non, parce une A normalement c'est en 5 sous-vagues, donc au mieux ce serait plutôt une W, X, Y, Z, c'est pour ça que je disais ça. Mais en fait aujourd'hui j'ai pas trop envie de faire un décompte très précis de tout ça, parce que en fait c'est tellement des mouvements, des fuck moves, et je vous disais tout à l'heure qu'on allait regarder ce Dark Small Candle, mais regardez ça, il n'est pas dans le 4 heures, hein, il n'est pas dans le 1 heure, elle n'est pas dans le 1 heure cette bougie de la mort, et hop, ce sabre laser à la Dark Small, il est ah, dans le 15 minutes, regardez ça. Comment vous voulez trader un truc pareil? Enfin, si vous êtes scalper, c'est le paradis. Mais voilà, on passe de 9407 $ à 9177. Allez, et allez-y, je vais chercher tous les stop loss des shorters et tous les stop loss des acheteurs ici. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, bon, ça c'est vraiment un fuck move, hein. C'est vraiment, on est allé nettoyer les stop loss des, des newbies du trading qui les ont placés beaucoup trop serrés. Mais derrière, on continue notre descente aux enfers. Et sur le RSI, voilà, sur le RSI, même si, alors 15 minutes c'est pas pertinent, hop, voilà, en 1 heure déjà, on voit la trendline baissière, et en 4 heures, elle est encore plus évidente. Voilà, regardez ça, ici, elle est magnifique, je la dessine, même s'il n'y a vraiment pas besoin de la dessiner, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, aussi sur Ishimoku. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Bah, ça me dit tout simplement qu'on va peut-être aller remonter un petit peu ici, mais qu'on va aller chercher ici, plus bas. Clairement, on va continuer cette trendline baissière. Pour moi, c'est vraiment ce que me dit le graphique. Et donc là, bah, en termes de vague d'Elliott, effectivement, on peut mettre des objectifs, mais en fait, ce qui va nous donner cet objectif, pour moi, c'est beaucoup plus le comblement du gap CME, quels que soient les mouvements qu'on réalise à l'intérieur de ça. C'est pour ça que pour l'instant, je suis en dehors des marchés et que enfin, faire un décompte ici vraiment précis, je sais pas si c'est un vrai intérêt, parce qu'en fait c'est très simple, hein. Il faut qu'on aille combler le gap avant de pouvoir éventuellement repartir un petit peu à la hausse. Donc pour moi ici, voilà, on va aller le combler. Et pourquoi je reste en dehors du marché pour l'instant? Parce que si j'étais aussi sûr de moi, pourquoi pas tout simplement shorter? Parce que là, le stop loss, bah, vous devez le placer tellement haut, on le voit avec ces mouvements-là, c'est que je sais pas si le ratio gain-risque en vaut la peine, hein. Admettons ici qu'on se dise, ok, ça va remonter un peu, en stop loss, je vais le placer là, en haut du range, pour aller chercher ici. C'est quoi ce ratio gain-risque? Ça n'a aucun intérêt. Parce que si je le place plus bas, moi en général je le place sur les 2%. Voilà. Il y a de bonnes chances quand même qu'on vienne me le chercher avant d'aller plus bas. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi, dans mon style de trading, de jouer cette baisse-là. Après, si effectivement on vient casser plus bas, là ce sera totalement différent. Effectivement, je me dirais, ok, là on est définitivement passé sur un trend beaucoup plus baissier, et donc éventuellement on pourra se positionner pour aller chercher plus bas, et là on sera dans des conditions, on aura une tendance claire. Pour l'instant on n'a pas du tout une tendance claire, on est dans ce triangle, hein, voilà, ici je ne l'ai pas dessiné mais il me semble assez, assez évident. Et ce triangle, on va le casser probablement vers le bas, parce que voilà, parce que ABCDE, parce que ce que je vous ai dit, plus bas sommet, plus bas creux.
pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Je vais vous perdre hein, si vous savez pas. Voilà. Ah, pourquoi? Tu vois, l'aimant, quand il veut pas quoi. Donc, soit on fait un truc comme ça. Hop. Ici, j'ai pas, comme je vous disais, normalement c'est en 3, donc il faudrait que j'ai un petit truc qui sorte là, comme ça, boum, avant de placer ma E ici et que de continuer à dégueuler vers le bas. Ça, voilà, ce serait une des possibilités. Bref, voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'analyse Elliott. Donc pour moi, ici, je vais attendre la résolution de tout ça. Je vais attendre de voir dans quoi on est. Je vais pas me lancer sur des shorts ou des achats hasardeux. Alors, regardez ça aussi, c'est intéressant. On peut le dessiner aussi comme ça. Enfin voilà, on est dans l'incertitude et dans l'incertitude, ben, moi j'ai pas envie de me faire bouffer mon pognon par les market makers qui nous font des fuck moves dans tous les sens. Donc je reste pour l'instant en dehors du marché. Il y a plus de choses à faire sur les alts et c'est bien pour ça d'ailleurs que les gens, qu'il y a, d'ailleurs on n'a pas regardé les volumes, mais que les volumes sont si faible hein, parce que les gens sont dans les altes en attendant que le Bitcoin choisisse une direction et bah, pourquoi s'embêter avec le Bitcoin alors que je fais des doubles sur les altes. Enfin voilà, c'est des doubles, je fais 100% quoi. C'est ça n'a pas voilà, cette semaine en tout cas pas de trading sur le Bitcoin. Alors puisqu'on tourne en rond au niveau du Bitcoin, je voulais quand même vous montrer un truc intéressant qui le concerne. Hop, et c'est bien, j'ai pas oublié. Pourquoi? Je voudrais bien quitter le mode plein écran, mais ok, super. Désolé pour ça, voilà. Donc, oui, juste pour rappel, hein, regardez mon Trello, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le Bitcoin. Alors, ça, je vous invite à aller voir ce graphique-là. Je l'ai trouvé en regardant la vidéo de University, Crypto Crew University, qui est une chaîne anglophone. Steve, je me rappelle plus son nom de famille, qui a une chaîne qui est pas forcément pertinente pour moi. Enfin, lui, il fait pas d'analyse technique il utilise ni Shimoku ni Elliott Wave, beaucoup plus des moyennes mobiles, des niveaux, etc. J'aime bien regarder de temps en temps ces vidéos parce que justement c'est exotique, c'est très différent de ce que je fais et du coup ça donne des idées. Après je sais pas ce qu'il vaut au niveau de son école, de son université du trading, donc je vous conseille pas du tout d'y aller. Hein. Enfin vous regardez une ou deux de ces vidéos et hier il en a fait une particulièrement pertinente je trouvais sur cet indicateur là, donc j'ai décidé de le partager avec vous. Alors, qu'est-ce qui vous montre ce graphe? Ce graphe, il met en corrélation le prix du Bitcoin depuis le début, hein, c'est-à-dire quand il y avait trois pelés de tondu qui achetaient du Bitcoin, puisqu'on part de 6 centimes de dollars ici en 2010. Il met donc en corrélation le prix du Bitcoin depuis le début jusqu'à nos jours avec les hodlers. Alors les holders ou les hodlers, hein, vous savez, c'est le hodling, c'est le fait de conserver ses bitcoins envers et contre tout et de jamais les vendre. Et là, en fait, on prend les gens qui conservent sur un même portefeuille leur bitcoin plus d'un an. C'est-à-dire que le Bitcoin n'a pas bougé pendant au moins un an. Donc c'est un an ou plus. Hein. UTXO, ça veut dire Unspec Transaction Output. En fait, le Unspec Transaction Output, techniquement, c'est quand on produit un Bitcoin. Bon, ça vous en foutez, c'est de la technique. Donc, hop, attendez, je remets le graphique comme ça. Donc, qu'est-ce que nous apprend? Je vais vous résumer ce que dit Steve dans sa vidéo. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est de voir en fait comment les gens conservent ou vendent leur Bitcoin. Donc, c'est la courbe jaune qui est ici, en fonction du prix du Bitcoin et évidemment à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. Donc, regardez, ici, on part de 6 centimes de dollars le Bitcoin et puis on monte comme ça, premier bull run jusqu'à 28 dollars.
qu'est-ce qui se passe au niveau des détenteurs de Bitcoin? Eh ben, là, ils hold un maximum, on atteint un plus haut à 32%. C'est-à-dire que 32% des gens qui ont du Bitcoin, en fait, le gardent plus d'un an, hein. C'est ça que ça veut dire, hein, le hodling de Bitcoin. Et quand on atteint ce plus haut-là, en fait, les gens commencent à vendre. Vous voyez, commencent à vendre et le hodling de Bitcoin baisse. Et puis, après, il atteint un plus bas, donc ici à 27%, et les gens recommencent à holder le Bitcoin jusqu'à ce plus bas ici dans le cours. Et puis ils continuent, ils hold. Ben forcément, hein, pourquoi? Ben parce que ils avaient du Bitcoin, le cours fait un plus haut, ils vendent, d'accord? Donc la conservation, les gens qui conservent plus d'un an leur Bitcoin, bah, ça baisse. Et puis quand le prix est bas, eh ben, soit on est acheteur coincé, c'est-à-dire qu'on a acheté ici les plus hauts, et ça c'est ce que font tous les newbies du trading, hein. Donc tous les débutants en trading, ils achètent le plus haut, ce que fait le public, comme on dit, la plèbe, comme diraient certains, la plèbe des traders, ben, qu'est-ce qu'ils font? La plèbe, ça veut dire le peuple, hein. Le petit peuple, c'est péjoratif comme terme. Donc la plèbe, eh ben, elle achète ici le plus haut, elle est coincée, et donc forcément, mécaniquement, le holding augmente comme ça dans le temps, et puis hein, il atteint un nouveau plus haut, et quand il atteint ce nouveau plus haut ici, à 48% de holding, et ben à ce moment-là, il commence à baisser en même temps que le prix monte. Donc c'est un peu un signal qu'on rentre dans un bull market. Pourquoi? Parce que en fait, quand on commence à descendre, c'est-à-dire que ceux qui ont du Bitcoin depuis plus d'un an, donc depuis les plus bas, ou qui étaient des acheteurs coincés, parce que regardez, quand est-ce qu'ils commencent à descendre? Quand on atteint le plus haut, l'ATH, l'all-time high précédent. Donc ça veut dire que les acheteurs qui étaient coincés ici, ils peuvent vendre. Ils sont contents de s'en sortir sans perte. Ils étaient coincés depuis plus d'un an. Ceux qui hodlaient depuis beaucoup plus longtemps aussi vendent. Et le nombre de holders redescend jusqu'à atteindre un nouveau plus bas qui suit un plus haut du prix ici. Donc on atteint l'ATH, le nouvel ATH ici aux 1134 dollars et on atteint dans la foulée un plus bas au niveau du hodling, exactement toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que les gars qui hodlaient depuis longtemps prennent leurs bénéfices et puis ça recommence à monter. Pourquoi? Ben parce que forcément le public a acheté les plus hauts, parce que le public achète toujours le plus haut. On n'a jamais envie d'acheter un asset qui est en train de se casser la gueule, donc on achète au plus haut. Et donc là, enfin ceux qui savent pas trader quoi. Et donc là, ils sont coincés, et donc la part des hodlers, de ceux qui attendent que le prix remonte, ben, continue de grimper. On voit que là, on fait un nouveau plus bas sur le prix. Les hodlers continuent à holder, hein, c'est ce qu'ils savent faire. Et puis là, tac, on atteint un nouveau plus haut dans le holding. Et ça marque quoi? Ça marque un nouveau bull run, c'est-à-dire que quand on atteint un plus haut sur ce graphique-là, en gros, c'est un signal qu'on va rentrer dans un bull run. Et là, le prix commence à monter et les gens commencent à vendre. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que quand on atteint ce prix-là, c'est le prix où les holders de long terme, parce que c'est des gens qui ont gardé au moins plus d'un an, donc ça peut être beaucoup plus long, ils sont peut-être là, ils holdent peut-être depuis 2014, vous vous rendez compte, donc depuis 2 ans, 3 ans. Et là, quand on atteint ce plus haut-là, ils s'estiment que le prix est suffisamment haut, ils prennent leurs bénéfices. Ou soit ils abandonnent aussi dans la psychologie, si c'est du public qui était coincé là, ils abandonnent et ils commencent à vendre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prix commence, le nouveau bull run, jusqu'au 20 000 ici. Il démarre et la part des holders baisse de plus en plus jusqu'à atteindre un plus bas ici. Et regardez ce plus bas, il est intéressant, c'est qu'il est à 41%. Or 41%, on voit que ici, c'était une résistance dans le holding à la baisse, un support plutôt. Et quand on est remonté, ça a été aussi une résistance. On voit très bien ces 41%, hein, que les plats de courbe que ça fait et que ça fait là.
Vous voyez? Donc, en fait, ces 41%, c'est un point de support résistance sur lequel les hodlers vont s'appuyer. Alors, je suis désolé, en français, c'est très laid, mais juste je précise pour ceux qui ne savent pas. To hold, en anglais, ça veut dire garder, hein, hold. Hold the door, c'est pour ceux qui connaissent Game of Thrones. Donc, hold the door, garde la porte. Et il y a un mème qui circule dans les cryptos qui est de se tromper dans les deux lettres, hold et écrire hodl, je sais plus, H-O-D-L au lieu de H-O-L-D. Donc on dit hodler, mais ça n'existe pas hodler, hein. C'est voilà, c'est holder, normalement, c'est conserver, garder en français. Donc, jargon crypto incompréhensible, je suis bien d'accord. Donc, à partir de ce plus haut-là, effectivement, on voit que, pareil, acheteur coincé qui garde, qui garde, qui garde. Voilà, ce petit creux ici, parce qu'on a cru à un nouveau plus haut en juin 2019, donc on a vu un peu de faiblesse, hein. Donc, pour moi, même si c'est pas un plus haut, un ATH, on voit exactement le même type de comportement. C'est très psychologique, hein, ce que je vous dis là, c'est pas du tout de l'analyse technique. Et donc, après avoir atteint un plus bas relatif ici, et ben, ça recommence à grimper. Et regardez, ici, on est à 61%. C'était notre plus haut précédent en termes de sur la courbe des conservateurs des holders de Bitcoin. 61%. Donc c'est un niveau significatif au même titre qu'ici les 41% l'été et que ça a servi de support. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que là, voilà, on est à la croisée des chemins, ce qui confirme un petit peu tout ce qu'on voit dans l'analyse technique sur les graphiques. C'est-à-dire que ici, en fait, si on est équivalent à là sur les 41%, on peut parfaitement imaginer que c'est à partir de ce moment-là qu'on va skyrocket et aller chercher un nouvel ATH, un nouveau all-time high, c'est-à-dire un nouveau plus haut historique dans le cours et une nouvelle croissance comme ça, alors pardon, une nouvelle décroissance du, euh, du, euh, de la courbe des hodlers, puisque effectivement, au fur et à mesure que le cours va monter, eh ben, ils vont vendre et on aura une nouvelle décroissance. Mais pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que éventuellement, il faut quand même qu'on hodle un peu plus, qu'on conserve un peu plus haut, un peu plus longtemps, qu'il y ait une part plus importante de gens qui conservent du Bitcoin. Et donc ici, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite grimper, ça veut dire qu'on peut très bien continuer un peu à baisser. Et si on commence à baisser, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on va coincer des acheteurs ici sur nos plus hauts relatifs qu'on connaît, on va les coincer et donc on va augmenter la part des hodlers. Et donc pour moi, c'est un signal plutôt baissier, court terme aussi. On va coincer ici des acheteurs et on va aller chercher un peu plus bas. Et donc notre courbe ici de hodlers, elle va grimper un petit peu, pas forcément beaucoup, hein, mais elle va grimper. Et après seulement, on va voir notre bull run haussier et notre courbe redescendre. Voilà, donc ça, c'est pas de l'analyse technique, c'est quelque chose de différent, c'est plutôt une analyse un petit peu de la psychologie des marchés vis-à-vis des holders de Bitcoin. Alors ces holders, c'est qui? Bah, c'est pas tellement du grand public pour l'instant parce que effectivement le grand public va rentrer ici, le grand public il rentre quand on fera le nouveau plus haut. Par contre, ça peut être des traders coincés depuis les plus hauts qui ont acheté les plus hauts actuels, des institutionnels qui se disent ça va grimper et qui avec le quantitative easing après la crise du Covid eh ben, ont des liquidités à placer et qui vont en placer une partie, une petite partie dans le Bitcoin parce que pour l'instant ils ont plus intérêt à le faire dans le marché action, mais ils vont en placer une petite partie dans le Bitcoin et une petite partie dans le Bitcoin vu la faiblesse de la taille du marché du Bitcoin et ben ça peut faire nos affaires. Donc voilà pour cette présentation de ce graphique-là. Je vous invite à regarder le site Look into Bitcoin. Il y a plein d'autres charts intéressants. Il y a le flow model, stock to flow model, ça c'est très intéressant aussi. Alors, regardez ce qu'il nous dit. Bon, ça, je pense que vous le connaissez déjà. Alors, est-ce qu'il va se charger? Voilà. Regardez, quand on est là, ici, on est dans la même situation que là et dans la même situation que là. C'est-à-dire que, en gros,
on doit connaître un nouveau bull run. Vous voyez? Donc la courbe intéressante. Alors après, ça nous dit pas quand, hein. Ça peut durer un petit moment ici, mais voilà, on commence à passer dans le rouge. Ça sent plutôt bon au niveau de la hausse du cours. Je vous l'expliquerai peut-être une autre fois, ce graphique. Voilà, il y en a plein d'autres qui sont intéressants à regarder. Donc je vous invite à faire un petit tour sur le site Look into Bitcoin pour la suite. Merci de votre attention. Encore une fois, likez, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère qu'on va avoir plus de mouvements sur les marchés, que je vous ferai plus de vidéos avec plus de trading de ma part sur le Bitcoin. Comme ça, vous pourrez voir les entrées et les sorties que je fais en trading et voir comment je perds mon argent. Je vous remercie les traders et je vous dis à très bientôt. Ciao.